Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine ActuBuzz qui va tourner autour de 4 principaux sujets. D'abord, cette interpellation du DG du Sacriface, M. David Blattner. L'entreprise avait reçu des fonds de la part du gouvernement pour exécuter les travaux des sauts de mouton, mais jusque-là, en tout cas, rien n'avance. Les travaux marchent à pas de tortue. Il a été interpellé au niveau du parquet près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. On va tenter de suivre ces dossiers de près. Et puis on va revenir sur la prestation des nouveaux magistrats. C'était il y a quelques jours devant le président de la République au niveau du Palais du Peuple. On en parle au cours de cette émission. Puis affaire 200 millions de la GECAMINE qui livre entre ACAJ et la GECAMINE. On va tenter d'apporter des... On va tenter de répondre à cette question au cours de cette émission. Et puis, si le temps nous permet, on va revenir sur les discours de Jean-Marc Kabound à l'occasion des 38 ans de l'UDPS. L'UDPS éternellement au pouvoir, un discours qui fait fâcher. Est-ce que l'UDPS, désormais, sur les traces des dictateurs, on en parle au cours de cette émission avec notre invité qui est Maître Arlette Odia, vice-présidente de la Ligue des femmes du parti Dynamique Congo Uni. Maître, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. C'est toujours un plaisir de se retrouver sur votre plateau. La DCU se porte bien? Se porte à merveille. Nous sommes déjà en train de travailler sur le 8 mars et le mois de la femme. Donc la Ligue des femmes prend à bras l'école la situation et très prochainement nous allons vous présenter notre programme à ce sujet. Très bien. Alors avant de parler de l'actualité, une question liée à vous les femmes. Est-ce qu'aujourd'hui il est facile en République démocratique du Congo, avec les contextes actuels, pour une femme de faire la politique? D'abord, comment vous voyez d'une manière générale la participation de la femme dans les questions liées à la politique? Il faut déjà reconnaître que la situation a beaucoup évolué. Les cas d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui. Autrefois, la femme était très faiblement représentée. Il fallait beaucoup d'efforts, beaucoup de baptêmes, d'épreuves, pour finalement se créer un espace. Mais avec le temps, la situation a changé. La femme a beaucoup milité et de plus en plus, l'homme qui jusque-là continue à être le décideur, à accompagner la femme. Il y a encore beaucoup à faire, certes, mais il faut reconnaître que la situation a évolué et elle va certainement évoluer davantage. Alors, est-ce que dans les domaines politiques, l'homme représente-t-il un obstacle à l'épanouissement de la femme ou c'est la femme elle-même qui s'auto-victimise? Bon, un obstacle, je ne pense pas, mais plutôt une certaine indifférence. Depuis plusieurs années, l'homme avait manifesté certainement une indifférence et il a fallu que d'abord la femme prenne la situation au sérieux, qu'elle fasse entendre sa voix, qu'elle milite pour que l'homme se ressaisisse. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a déjà beaucoup d'hommes qui militent pour la cause de la femme. Parmi ceux-là, on peut citer le président de la République, le chef de l'État, qui déjà dans la composition de son cabinet, on s'est retrouvé plusieurs femmes, et avec des postes influents. Je pense que vous avez été à la cérémonie d'hier de prestation du serment. Il y a Madame Nicole Toumba-Boacha qui a présenté la manifestation du début à la fin. C'était des circonstances, des situations qui n'étaient pas habituelles autrefois. C'est ainsi que la femme, dans son ensemble, la femme congolaise, elle rend vraiment ce grand hommage au chef de l'État, qui vraiment, avec son avènement, il a donné un autre souffle. Même si ce n'est pas lui qui a permis à Madame Mabounda d'être déjà élue députée, mais c'est aussi avec son avènement que nous avons voir ses souffles comme première, la présidente de l'Assemblée nationale, une dame, des vice-premiers ministres, ministres d'État, des dames. Donc ça veut dire que déjà, du point de vue politique, la situation de la femme a beaucoup changé. Très bien, alors on va parler de l'actualité. L'actualité, c'est l'interpellation du directeur général de l'entreprise des bâtiments et travaux publics dit Safricas, M. David Blattner, qui est interpellé au niveau du parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Est-ce que c'est une bonne initiative? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que notre justice est en train de se relancer? Oui, sans crainte d'être contredit, la justice est vraiment en train de se relancer. Durant plusieurs années, il y avait
un régime des intouchables qui s'était installé. Et on ne pouvait pas nous imaginer des scènes où l'administrateur général de l'Agence nationale de renseignement pouvait être interpellé, les différents DG des entreprises. Aujourd'hui, le fait déjà d'être interpellé, c'est un pas vers l'indépendance de la justice dans notre pays. Maintenant, il y a un problème qui se pose, c'est celui de la procédure. Vous savez que le droit, avant d'accomplir ces différentes missions dans la société, qui est celui de réguler la vie sociale, celui de sanctionner toutes ces différentes missions dans la société, il est avant tout formaliste. Donc, il faut remplir certaines conditions, il faut répondre à certaines formalités pour voir une affaire aboutir. C'est maintenant là que l'on se pose des questions. Est-ce que l'interpellation faite à M. le directeur général pourrait nous amener au résultat concret? Cela que nous voulons voir, c'est lui que des auteurs des infractions, qui qu'ils soient, et quelles que soient les fonctions qu'ils occupent, puissent subir la rigueur de la loi. C'est là tout le problème. Alors, si la procédure elle a été réellement respectée, je pense qu'elle nous amènera à établir des responsabilités et à avoir des coupables et répondre de leurs actes. Mais malheureusement, si la procédure est biaisée et que les interpellations, elles ne sont que des figures, et que pour faire voir simplement à la population qu'il y a eu du renouveau, et subitement, à la fin de compte, ça n'aura pas produit des résultats. Et cette même population qui aujourd'hui se plaît de voir ces interpellations rentrera dans un certain désespoir pour dire que même, combien même il y a des interpellations, elles n'aboutissent pas ou malheureusement on n'arrive pas à inculper et même à faire condamner les personnes interpellées. Est-ce qu'à part les DG des Africas, nous pouvons aujourd'hui espérer que la liste peut s'allonger, tous les gens qui ont été cités dans les dossiers des détournements, des malversations financières, est-ce qu'on peut un jour espérer que la justice puisse mettre la main sur tous ces gens? C'est tout à fait envisageable et c'est tout à fait possible, vous savez. D'abord, parce que l'exécution des marchés publics, on doit reconnaître qu'ils cheminent généralement ensemble avec les intentions de détournement dans les chefs de ceux qui exécutent les travaux et les soupçons de détournement dans les chefs des bénéficiaires de travaux. Donc, il est très difficile, je dirais même impossible, de voir que des grands travaux, de voir des grands travaux en train d'être exécutés sans qu'on sache soupçonner l'un ou l'autre. Alors, tellement qu'avec les programmes de 100 jours du chef de l'État, vous savez qu'il y a eu plusieurs travaux qui ont été lancés, et lorsqu'il y a déjà des soupçons des part et d'autre, nous ne pouvons nous attendre qu'à différentes interpellations. Mais la situation que je voudrais absolument, c'est que ces interpellations soient correctement peaufinées, qu'elles soient véritablement engagées, de sorte à nous amener au résultat. Les interpellations, elles ne suffisent pas. Il faudrait qu'à la fin de compte, le peuple congolais sache, et vous savez, l'efficacité de la justice, elle ne se manifeste pas par des interpellations. Il faut reconnaître que les interpellations, c'est déjà un signal fort. Mais il faudrait l'aboutissement de ces interpellations. Le peuple congolais est entré aujourd'hui plusieurs fois se plaindre du fait qu'il y a eu plusieurs enquêtes menées et entamées dans notre pays, mais pour lesquelles nous n'avons jamais eu les résultats. Vous voyez, il ne faudrait pas que nous continuions sur cette lancée. Et le nouveau visage que doit nous donner la justice aujourd'hui, ce n'est pas seulement des interpellations, mais aussi et surtout l'aboutissement de ces interpellations par des condamnations judiciaires. Est-ce que cette justice qui nous a habitués depuis longtemps à des enquêtes interminables, des investigations qui ont du mal à produire des résultats escomptés, est-ce que cette fois vous avez quand même un petit espoir qu'on va aller vraiment jusqu'au bout, d'abord concernant les dossiers des moutons et tout ce qui est lié aux travaux des 100 jours? Bien, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir, comme on dit. Et vous avez même suivi, je pense, l'une des vidéos
de l'actuel procureur près le conseil, près la Cour de cassation, qui nous dit que les portes de la prison sont désormais ouvertes. Ce n'est pas la première fois qu'on puisse écouter ces genres de discours. Oui, mais on revient sur ce que les nouveaux venez de dire et on peut déjà, à partir de ce moment, croire ou se faire nourrir de l'espoir que les magistrats eux-mêmes sont déjà en train de prendre la situation au sérieux. Ils doivent certainement se mettre à la hauteur de leurs tâches, à la hauteur des responsabilités qui leur sont confiées. Il est vrai que les magistrats, ils n'ont pas seulement des devoirs, ils ont aussi des droits. Et pour l'instant, pour ceux qui suivent la situation des près, ils savent que les magistrats sont en grève. Ils revendiquent le fait de l'imposition des IPR, voilà, l'impôt sur les revenus. Et c'est là qu'on doit aussi s'interroger sur le devoir des magistrats. Le chef de l'État, dans son discours sur l'état de la nation, est revenu sur ces faits. Parce que la bonne administration de la justice chemine avec la lutte contre la corruption et les différentes antivaleurs. Et ces antivaleurs et même la corruption, elle ne peut efficacement être combattue qu'en mettant aussi les magistrats dans les meilleures conditions de travail. Des magistrats dans des conditions aussi qui permettent facilement des actions disciplinaires. Et si, en plus de la volonté de travailler, l'État arrive à résoudre tant soit peu, c'est vrai que ça ira toujours progressivement compte tenu du fait qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo a plusieurs urgences. Le chef de l'État arrive, au sommet de l'État, il trouve un Congo comme un éléphant totalement par terre. Il faudrait le relever, commencer par quel secteur, parce que tous les secteurs sont deux urgences. Alors il faut comprendre que ce sont des situations qui vont évoluer par palier. Ça veut dire que si, en plus de cette volonté manifestée par les magistrats, en plus de cette conscience professionnelle dont on a pu faire la lecture dans différentes déclarations des hauts magistrats nouvellement nommés, si on peut encore améliorer leurs conditions de travail, leurs conditions de vie et renforcer le régime disciplinaire, ça va facilement produire des résultats et le peuple congolais sera fier pour une fois de la justice. Très bien, vous parlez des magistrats qui venaient de prêter serment, c'était je crois le mercredi. Oui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, qu'est-ce qui d'abord fera la différence dans les fonctionnements de ces magistrats? Parce que je rappelle que ce sont les mêmes qui ont travaillé sous Kabila et même sous Mobutu. Aujourd'hui, Félix est au pouvoir. Qu'est-ce qui fera la différence dans les fonctionnements de ces magistrats? Est-ce que c'est le système politique qui a changé ou ce sont les individus eux-mêmes qui doivent changer? Étienne Tshisekedi disait que reprenait la maxime populaire de dire que le poisson commence à pourrir à la tête. Il n'y a jamais de mauvaises troupes, plutôt de mauvais chefs. Alors déjà, la première différence, c'est celle-là. Le magistrat suprême de la République, qui est le chef de l'État, est en train d'insuffler un autre vent. Le vent de l'impunité, le vent de la justice pour tous, l'égalité et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, on n'aura plus à la tête de la magistrature ces hauts magistrats qui s'étaient illustrés, soit dans la léthargie, dans des abstentions coupables, ou encore dans des réprimandes démesurées, motivées par des soucis de plaire à leurs donneurs d'ordre. Donc, le fait déjà que la locomotive ait changé de conducteur, c'est déjà un trait de démarcation entre la manière de travailler de ceux qui sont passés et de ceux qui sont en train d'arriver. Au-delà de ce fait, je venais de parler de la volonté de rendre service à l'État. Et ce peuple qui aujourd'hui est vigilant, il faut en parler.
Autrefois, les réseaux sociaux peut-être ne pouvaient pas efficacement aider le peuple à pouvoir s'exprimer. Aujourd'hui, il n'y a pas seulement la rue, il y a aussi des réseaux sociaux, il y a aussi cette place au fait que l'on donne au peuple de pouvoir se manifester. C'est tout cela, différentes motivations qui portent à croire qu'on a des raisons de faire confiance à la justice qui aujourd'hui est dotée de nouvelles autorités et que des autorités qui ont longtemps aussi servi je dirais, qui ont contribué à mettre en place des systèmes politiques très répréhensifs en tout cas. Mais c'est l'administration. On ne devra pas chercher des hauts magistrats en dehors du circuit de la magistrature. C'est une montée en grade. Et je pense que parmi les magistrats, il y en a eu plusieurs. Si le choix a été porté par ceux-là qui ont été nommés, je pense qu'ils se sont suffisamment tirés du haut et ont déjà donné des raisons de croire en eux. Et je pense que c'est déjà suffisant pour leur faire confiance. Et comme a dit Olenga Koy dans son message à la presse, aussi beaucoup prier pour eux, parce qu'on peut bien être... Est-ce que lui, il ne peut même pas commencer d'abord par quitter les CNSA? Non, mais... C'est quelque chose qui n'a plus de sens. Pour lui, l'accord de la Saint-Sylvestre, c'est quelque chose qui est déjà tombé. S'il n'a pas encore fini ses missions et qu'il est encore là, on ne peut pas demander à lui-même de s'élever de son ciel aussi longtemps qu'on n'a pas encore levé. Je pense que ces magistrats ont besoin de l'accompagnement, ont besoin de la confiance déjà qu'on a manifestée en eux et les choses iront mieux quand même. Alors, pendant longtemps, on a décrié la même mise de la politique sur la justice. Alors, selon vous, maître, parce que vous faites aussi partie du corps juridique ou judiciaire, passez-moi l'expression. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour stopper cette même mise de la politique sur la justice? Que faudra-t-il faire concrètement pour rendre notre justice indépendante? Réellement indépendante alors? Je vais encore revenir sur les déclarations du magistrat suprême, qui lui-même veut voir la justice indépendante. Vous savez, il est issu du DDPS. Et depuis tout ce temps, c'était l'une des luttes acharnées du DDPS. Vous vous souvenez de Tiens lorsqu'il disait que les lois sont bien là. On les a édictées, mais malheureusement, on les a ligotées plutôt que de les laisser ligoter par elles. Alors, si on a déjà au sommet de l'État un fils maison, je parle de la maison où on luttait déjà contre les antivaleurs. Étienne Tshisekedi était un juriste de formation, un docteur en droit qui savait l'importance de la loi dans un État. Et lorsqu'on se soumet à la loi, il n'y a plus moyen de voir l'ingérence de la politique sur le loi. Et si il arrive que certaines autorités politiques ne comprennent pas cela et continuent à faire subir une certaine influence sur les magistrats, je pense que ceux-là auront raison de les dénoncer et à leur tour, les récalcitrants seront aussi suffisamment réprimandés. Est-ce qu'on doit encore continuer à faire confiance à notre justice au regard de tout ce qui se passe dans votre domaine? Je prends un exemple, vous avez la Cour constitutionnelle qui a pris l'arrêt libérant Mike Moukebaye, mais les parquets, après la Cour d'appel, bloquent cet arrêt. Est-ce qu'on peut encore faire confiance à notre justice au regard de tout ça? Il y a encore un problème qui se pose à ce niveau. La justice, c'est un concept. Mais les animateurs de la justice, il y a encore beaucoup de choses à leur reprocher. On peut beau reprocher des choses à notre justice et même chercher à l'améliorer, mais si on n'a pas mis les meilleurs animateurs là où ils doivent être, on sera toujours en train de décrire beaucoup de choses. C'est ainsi que, lorsque je parlais des défis que doit relever les nouveaux conseils supérieurs de la magistrature, c'est notamment celui-là. Mettre un accent particulier, bien sûr, sur les droits des magistrats, parce que c'est là que découle le bon travail, mais aussi les devoirs d'assainir ce corps. La plupart des magistrats que nous avons aujourd'hui, ils ont été, au fait, ce sont des périmés.
ils nécessitent d'être formatés. Pour ceux qui ne savent pas revenir à l'ordre, être mis hors état de nuire. Je ne vois pas que ce soit une institution ou un office qu'on doit reprocher, mais plutôt les individus et les animateurs. Et les nouvelles autorités, certainement, ils prendront des mesures sévères contre ces gens-là qui soit seront en train d'ignorer la loi, soit seront en train d'exécuter des ordres manifestement illégaux venus de quelque part. Très bien, alors on va prendre les troisième thèmes de l'émission, dossier 200 millions de la GECAMIN, ACAJ qui étaient les premiers à tirer la sonnette d'alarme, Albert Youma pointé du doigt. Aujourd'hui c'est Georges Kapiamba et son ONG ACAJ qui font un revirement des situations. Alors, qu'est-ce qui serait à la base? D'abord, quelle lecture faites-vous de ces dossiers d'une manière globale? Lorsque je prenais la parole, je suis revenu sur le fait que le droit est essentiellement formaliste. Il a besoin que l'on respecte certaines procédures pour atteindre les résultats. Georges Kapiamba, lorsqu'il prenait la parole pour incriminer Albert Youma dans le dossier de son nom, personnellement, je faisais qu'il mettait la charrue avant les bœufs. Aujourd'hui, il est coincé. Parce que déjà, lorsque vous alertez la personne que vous incriminez, il prend des dispositions, soit pour brouiller, pour faire disparaître des traces, soit en tout cas pour présenter la situation autrement que celle à laquelle vous attendez. Et c'est cette manière, si l'on doit considérer à faire les choses de cette manière, on sera tout le temps en train de faire des revirements parce qu'on aura affirmé des choses que l'on ne saura plus prouver à la fin. C'est ainsi que je voudrais qu'à chaque fois qu'il est question de saisir la justice ou de faire des déclarations allant dans ce sens, il faut avoir suffisamment d'éléments, il faut avoir correctement mis les batteries en marche. Est-ce que c'était de la précipitation de sa part? Mais c'est justement de la précipitation, je dirais même, de l'immaturité. Parce qu'aujourd'hui, il est soupçonné, lui, d'avoir perçu quelques billets verts. Il est soupçonné d'avoir perçu des billets verts, d'être rentré dans la COP. Rétrocommission. Sérieusement, d'être rentré dans la COP pour déclarer autre chose. Et il sera en mal de pouvoir démontrer le contraire. Parce qu'à chaque fois qu'il lui soupçonnait les gens, peut-être qu'il a eu de mal à prouver les déclarations qu'il faisait. Aujourd'hui, on va le soupçonner qu'il soit déjà prêt à se rendre, en tout cas coupable, parce que le peuple ne lui pardonnera pas et n'oubliera pas ce revirement. Maintenant, la question, elle devrait être regardée autrement. Vous savez, dans la plupart des dossiers de prêt, lorsqu'on sollicite un prêt pour une mission, et lorsqu'on bénéficie de ce prêt, on en fait un autre usage. Et pour savoir si l'usage avait été bon ou mauvais, il faut absolument procéder par un audit. Sinon, l'on vous dira que X montant avait été débloqué pour tel devoir, X montant aurait réglé tel problème, ainsi de suite. Finalement, vous allez vous trouver que non, mais je les avais soupçonnés pour rien. Or, c'est à l'issue d'un audit qu'on sait, même face à des justifications, vous dire que cette justification, elle est fabriquée, cette justification est incorrecte, ainsi de suite. Donc, c'est un dossier que la justice doit minutieusement analyser et vérifier. Les déclarations de Georges Kapiamba ne suffisent pas pour discuter quelqu'un. C'est une situation qui a été décriée, je ne pense pas à tort. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il faut laisser la justice dans son indépendance enquêter et donner au peuple congolais la lumière sur ce qui est le revenu de ces comptes. Est-ce que sa position va-t-elle influencer la décision ou la procédure au niveau de la justice? Mais si la justice est indépendante, telle qu'on venait de le dire, sa position elle sera inopérante. Et c'est ce que nous souhaitons. Ce que nous souhaitons absolument,
Et je pense que c'est à cela que nous avons abouti. Alors qu'est-ce qui reste encore de la crédibilité d'ACAJ? Depuis longtemps, les FCC l'accusaient de travailler en faveur des politiciens de l'opposition. Aujourd'hui, ACAJ se retrouve devant une situation qui ternit en fait son image. Est-ce que Cap Yaba ne risque-t-il pas de crédibiliser la thèse de ceux qui pensent qu'il travaille pour un groupe de politiciens? Je pense qu'il est au courant de ce qui a été dit et même des soupçons qui pèsent sur lui aujourd'hui. Il va prendre des dispositions, il va essayer d'éclairer la lanterne du peuple et on verra si à l'issue de ces justifications, le peuple pourra continuer à croire en lui ou à croire en d'autres institutions. Très bien, on va prendre les 38 ans de l'UDPS, c'était au stade des Martyrs, le samedi 15 février, je ne sais pas si vous étiez au stade. Une très grande mobilisation, en tout cas, ça c'est quelque chose à saluer, malgré les retards qu'il y a eu dans la célébration de l'événement en question. Alors, Jean-Marc Aboun, prenant la parole, va dire l'UDPS est au pouvoir aujourd'hui, demain et éternellement. Ça fait fâcher. Alors, vous, comme analyste politique, comment vous interprétez ces messages de Jean-Marc Aboun? Le parti politique a vocation de conquérir le pouvoir, l'exercer, de sorte à le conserver le plus longtemps possible par des moyens démocratiques. Aujourd'hui, dans notre République, on ne peut pas dénier cela à l'UDPS. Certains disent que quand bien même l'UDPS aurait réuni 80 millions, 60 millions du stade de Martyrs, il y a autant de personnes qui sont restées à la maison. Et sur ce, on doit se contenter. Mais ces gens-là, ils n'étaient pas réunis à un endroit précis. Tandis que les 80 millions ou les 60 millions étaient réunis au stade pour la cause de l'UDPS. Qu'est-ce qui amène un dirigeant au pouvoir? Si on n'est pas face à un dictateur, face à un dictateur, c'est seulement la volonté, la détermination politique. Étienne Tshisekedi, l'opposant historique, il disait qu'un peuple débarrassé de la peur est plus efficace qu'une bombe atomique. Lorsqu'on est dans ces circonstances, il n'y a que la détermination du peuple qui peut amener un dirigeant au pouvoir. Mais dans d'autres circonstances, notamment en ce moment où le président de la République a déjà marqué des signaux forts pour la démocratisation de notre pays et que davantage le pays sera suffisamment démocratique. Le seul moyen par lequel on accède au pouvoir, c'est son légion. Si aujourd'hui l'UDPS s'est mobilisé, autant de monde jusqu'à remplir le stade de Martyrs, chose qui n'avait jamais été osée par plusieurs autres partis politiques, il est en droit de croire et même de dire, sans crainte d'être contredit, que l'UDPS restera au pouvoir aujourd'hui, demain et éternellement. Est-ce que ce n'est pas emprunter les systèmes dictatoriaux? Il y a ceux qui pensent ainsi, que vous voulez nous faire revenir au Zaïre avec les partis États, l'UDPS veut maintenant monopoliser les pouvoirs. Mais la dictature, ce n'est pas dans les paroles, c'est dans les actes. J'aimerais que l'on reproche à l'UDPS un quelconque fait, un quelconque acte. Mais si c'est seulement des paroles qui expriment sa détermination, non seulement de conquérir le pouvoir, mais surtout de bien l'exercer. Parce que le seul moyen pour l'UDPS de conquérir encore le pouvoir, ce sera le fait pour lui d'avoir, ou pour elle, de l'avoir bien exercé. Or, avec la nouvelle chose, le 1 an de l'UDPS à la tête du pouvoir a montré suffisamment que la situation a changé. L'avant UDPS et l'après UDPS, c'est des situations totalement différentes. Qu'est-ce qui a changé? Le 5 chantiers du président de la République, l'ancien Joseph Kabila, ils nous ont amenés. On n'a vu aucun fait concret, si ce n'est des panneaux publicitaires et des maquettes. Les sauts de moutons aussi avec Félix ne nous ont produit que des embouteillages. Non, les sauts de moutons n'ont jamais été à la base des embouteillages. Les sauts de moutons ont été initiés pour résoudre justement les travaux d'embouteillage. Vous n'allez pas me dire le contraire. Et aujourd'hui, les sauts de moutons ne sont pas à la base des embouteillages. Mais c'est plutôt
la lenteur dans l'exécution de travaux qui fait durer la situation pour laquelle ils avaient été exécutés. C'est là la nuance qu'il faut capter. Je n'étais que au sol de mouton. Aujourd'hui, les militaires, ils vivent autrement. Les conditions salariales ont été améliorées, les écoles dans leur camp. Parler aussi du panier de la ménagère. On va arriver. Ça ne marche pas. On va en arriver là. Donc par rapport, si on doit comparer les 5 chantiers et les 100 jours, les 5 chantiers qui ont été exécutés, je pense, en 8 ans ou même plus, tandis que les 100 jours... En 5 ans, puis on est passé à la révolution de la modernité. En moins d'un an, on a déjà des résultats pas mal. Mais pour revenir à la situation du panier de la ménagère, l'UDPS c'est un parti qui... Kabou a même du mal à justifier l'an 1 de Félix au pouvoir. Non, mais il l'a défini plusieurs fois. Mais vous limitez qu'aux travaux des 5 jours sur des moutons, mais pendant ce temps, la population attend que sa situation socio-économique puisse bouger. Les dollars aujourd'hui à 17,5. C'est une préoccupation pour le chef de l'État. Mais on doit plus voir comment les prix sont fixés et quels sont les facteurs qui entrent en ligne de compte pour la fixation du taux de dollar. Je vous assure que si pour le taux de dollar, le chef de l'État était censé signer une ordonnance présidentielle portant fixation du taux de dollar, il les ferait sans problème. Il les ferait sans problème. Mais malheureusement, ce sont d'autres circonstances qui entrent en ligne de compte pour la fixation. Alors, qu'est-ce qui l'empêche de mettre en place une bonne politique, une politique efficace afin de stabiliser la situation socio-économique? Il hérite un pays avec une économie extravertie, d'une part, et d'autre part, une économie qui repose à plus de 80% sur les minerais. Or, quelle est maintenant la situation qui se présente? Nous importons les biens de consommation. Nous exportons nos minerais. La conséquence est que c'est celui qui nous vend ces biens de consommation et qui achète nos minerais qui fixe les prix. Et généralement fixés en dollars. Le dollar, c'est une monnaie à valeur transactionnelle étrangère. C'est une monnaie de référence à d'autres monnaies. Alors, cette situation joue malheureusement négativement sur notre économie qui n'a pas de stabilité. Du coup, il faut mettre en place d'autres mécanismes. Quels sont ces mécanismes? Créer un marché interne. C'est-à-dire que vous voyez le chef de l'État voyager partout au monde pour appeler les investisseurs, pour faire voir à la face du monde que le climat des affaires est déjà apaisé en République démocratique du Congo et que l'on peut investir de sorte à créer un marché interne. On n'ira plus acheter, par exemple, je ne sais pas quel bien de consommation que je peux citer parce qu'on achète pratiquement tout, même le sucre, vous allez suivre dans des émissions où le peuple s'exprime. On demande nous-mêmes, on doit laisser la frontière ouverte. Est-ce que de l'Angola reviennent, ça va nous faciliter la taxation des situations qui ne sont pas normales. Et pour pallier à cela, il faut créer un marché interne et je pense que nous tendons vraiment à cela. Est-ce que dans un pays où le Zorobambi nous a dit qu'on perdait chaque année 15 milliards de dollars, le président est aujourd'hui obligé de voyager à travers le monde pour aller demander les 15, les 3 millions et 5 milliards auprès des investisseurs? Est-ce que le président ne peut pas mettre en place une bonne politique pour récupérer tout cet argent qui va dans les poches des individus? Il est revenu sur ça dans son discours sur l'état de la nation. Il y a plusieurs cartes à sa disposition et puis qu'il va utiliser toutes les cartes. Qu'il les mette en action alors? Parmi les cartes, ce sont celles-là, présentées aux investisseurs, le fait que le climat des affaires est aujourd'hui apaisé dans notre pays. Ça, c'est d'une part. D'autre part, les routes des dessertes agricoles. Vous savez, dans le programme de 100 jours, il y a aussi les routes que l'on doit arranger pour permettre que les produits agricoles, par exemple, arrivent facilement et se répandent sur l'ensemble du territoire national. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Lorsque les travaux de 100 jours sont en train de boîtir, aujourd'hui, il est vrai que
Ce sont des enquêtes judiciaires qui sont en train d'être menées, mais je pense qu'avec les audits, les faits seraient beaucoup plus concrets, les faits infractionnels seraient facilement prouvables et les coupables auraient du mal à se défendre. Mais si on y va simplement avec des enquêtes telles qu'elles sont menées, facilement, c'est là qu'on invite, ils auront chacun un avocat ou même un collectif des avocats qui vont leur permettre de pouvoir bien se défendre de sorte à envoyer toutes les cartes. Ça veut dire qu'il y a plusieurs cartes à la disposition du chef de l'État. Il y a des cartes à la disposition du peuple congolais parce qu'on doit accompagner la vision du chef de l'État de sorte à ce que les paniers de la ménagère se retrouvent aussi parmi l'un des priorités. Non, c'est déjà une priorité. Se retrouve parmi l'une des réussites du chef de l'État. Très bien, l'émission est terminée. Alors, une dernière question avant de vous laisser vous adresser au public. L'UDPS au pouvoir éternellement. Alors, qu'est-ce que vous dites de l'accord de Nairobi qui vous demande de soutenir la candidature de Vital Kamerhe en 2023? L'accord de Nairobi, c'est quelque chose qui n'existe plus. Il y a dans toute... Ça, c'est selon vous. L'UNC, vous les rappelle chaque jour en tout cas. Mais il vous rappelle ça chaque jour que vous avez l'obligation de leur soutenir en 2023. Si vous avez besoin d'un débat télévisé, vous pourrez l'inviter et on viendra le faire. Mais Pas de problème. Si ce n'est pas un débat télévisé, on peut continuer Maître Bazin, les débats au couloir. et plutôt Maître Gabin Loulendou, vous avez reçu les messages en tout cas. Maître Arlette Odia a besoin d'un débat contradictoire avec vous. Disponibilisez-vous. On va vous recevoir ici. Alors, l'accord de Nairobi n'existe plus. De fait, et même de droit. Il y restait quelque chose qui a disparu le jour où le président Vital Kamerhe, président de l'UNC, a accepté d'exercer des fonctions Des directeurs des cabinets. Il a par là acquiescé le fait que, au-delà des circonstances qui mettaient en mal cet accord, lui-même a voulu accompagner le président de la République, pas seulement dans la conquête du pouvoir, mais aussi dans la réussite de son mandat à son côté et même dans son cabinet. Le problème de cet accord, c'est qu'on doit le comprendre encore de toute manière. En 2023, tout le monde pourra déposer sa candidature. Vous allez vous souvenir que l'UDPS, essentiellement Étienne Tshisekedi, il a milité pour le multipartisme dans ce pays. Lorsque cette ouverture avait été faite, ce n'était pas seulement pour l'UDPS, c'était pour différents partis politiques qui avaient des visions à faire valoir. C'est même pour cette raison qu'il avait dit, lorsqu'on lui posait la question sur la candidature unique de l'opposition, il avait dit qu'il n'en avait pas besoin, parce qu'il avait lui-même milité contre le monopartisme. Il ne pouvait pas empêcher d'autres Congolais à compter pour le fauteuil présidentiel. J'ai été au stade de Martyrs le 15 février, où l'un des pères fondateurs de l'UDPS a dit que pour que l'UDPS gagne son projet de société, nous devons être avec les autres, nous devons être avec les nôtres. Ça veut dire que l'UDPS, l'Union nationale, l'Union pour la nation congolaise. L'Union pour la nation congolaise, son président, aura tous les droits de postuler en 2023. Mais il ne faudrait pas sans toutefois bénéficier de l'appui de l'UDPS. Voilà, il ne faudrait pas qu'il compte sur l'UDPS pour l'accompagner dans cette démarche. Parce que l'UDPS n'est-ce pas de la trahison de votre part? Ce n'est pas de la trahison. Je vous dis que qu'est-ce qu'il reste de l'accord de Nairobi? À vous de nous le faire savoir en tout cas. Il n'y reste rien. Parce que même si le président Vital Kamerhe pouvait compter sur le parcours de leur accord, ça veut dire qu'en tant que ministre ou Premier ministre, il aurait eu à rendre certains services
à la République. Et c'est sur base de cela que l'UDPS pouvait apprécier de l'utilité et de l'opportunité à l'accompagner. Mais aujourd'hui, en tant que directeur de cabinet, quelle est la tâche? Quels sont les prouesses? De quelle manière il aura exercé le pouvoir de manière bénéfique au peuple congolais? En organisant les cabinets du président. Mais les cabinets politiques du président de la République, c'est comme ça valise. Quand il s'en va avec. Ce n'est pas là qu'on rend des services à l'État. Mais je suis plutôt contre l'acharnement contre sa personne. Je ne vois pas pourquoi on doit s'acharner contre le directeur de cabinet du président de la République, parce qu'il y a des choses qu'on peut lui reprocher. C'est l'UDPS qui s'acharne contre lui. C'est justement pour cette raison que je donne un point de vue tout à fait personnel. Il est le directeur de cabinet du chef de l'État. Donc, tout ce qu'il fait bénéficie du soutien du président de la République. Le numéro 1 du service attaché au président. Même en étant cité dans les dossiers 15 millions, il a la bénédiction du président. Mais puisque la justice veut que des procédures soient respectées, pour voir quelqu'un répondre de ces actes, on doit lui laisser bénéficier de ses prérogatives. Très bien. Cela n'est pas à confondre avec sa candidature en 2023, parce que j'ai suivi Jojo Makélélé sur les ondes de Top Congo, qui dit que d'ailleurs en ce moment, il n'est pas encore opportun de penser à cela. Je pense que déjà en 2023, par rapport au parcours de l'UNC et même de son président, certainement qu'ils ne se présenteront même pas aux élections, comme avait été le cas avec Joseph Kabila au moment où on l'attendait pour sa troisième candidature, pour le troisième mandat. Il avait surpris tout le monde avec la présentation d'un défunt. Je pense que même ce sera aussi le cas pour l'UNC. Très bien, l'émission est terminée. Alors, en quelques minutes ou en une minute, disons, vous allez regarder la caméra qui est devant vous. Un petit message au public et vos coordonnées à ceux qui voudront peut-être adhérer à la DCU. La dynamique congolaise, c'est un parti qui a des portes largement ouvertes pour tous citoyens qui voudraient travailler pour l'intérêt. Nous travaillons dans les sens de la social-démocratie, du progrès social, mais aussi plus dans le sens du changement de mentalité. Les mentalités congolaises, elles sont dégradées avec le temps, certainement avec les coups qu'a subi notre peuple par rapport à la succession des régimes. Aujourd'hui, on doit tous nous lever pour l'intérêt de notre nation. Le mois de femmes, les mois dédiés à la femme approche. Le mois de mars, j'en profite, étant aussi l'une des ambassadeuses des femmes, l'un des responsables des femmes dans notre parti politique, faire un appel à la femme de se lever, tel que le dit le thème de l'année 2020, pour l'égalité de tous. L'égalité, ce ne sera pas une faveur, ça doit être un mérite. Et pour que nous puissions mériter cela, nous devons travailler. Nous devons accompagner celles qui sont dans les travaux champêtres, celles qui sont dans la coupe et couture, toutes les femmes et toutes les couches sociales. Nous devons tous nous soutenir, la main dans la main, pour la cause de la femme. Je vous remercie infiniment de votre invitation. Vous savez que je serai toujours disposée pour répondre. C'est plutôt à nous de vous remercier pour votre disponibilité en tout cas. Fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis, mais aussi à toute l'équipe technique des Congo Buzz qui m'a accompagné. Jacob, Némi, Gaël, merci à vous. Au revoir d'ici là. Portez-vous bien.